Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Mariemta Moussanang du podcast Afrotopique. Afrotopique, c'est le podcast qui pense le présent depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier. Je suis ravie d'être là ce soir. Un grand merci à toute l'équipe du musée du Quai Branly qui m'a accordé sa confiance pour animer un cycle de dialogue que j'ai très calmement intitulé « La colonialité de notre mondialisation ». Donc, pour vous donner un peu de contexte, l'équipe de la programmation m'a invité à concevoir un cycle de rencontres à l'occasion des 20 ans du musée. Et assez rapidement, il m'est apparu évident dans ces lieux, considérés par certains comme un écrin abritant des trésors de civilisation. Pour d'autres, c'est une galerie de trophées, voire un cimetière. Donc il m'est apparu évident, en écho à la diversité de ces perspectives, de questionner notre monde contemporain, peuplé, lui aussi, d'outils, de pratiques sociales et culturelles, d'objets, façonnés par des chaînes de valeur et d'approvisionnement directement héritées de la période coloniale récente, période à laquelle les collections de ce musée ont été en partie constituées. Je me suis dit que c'était une bonne occasion pour faire un état des lieux de nos héritages et de regarder de plus près de quoi est constitué notre quotidien. Quel est ce monde, au fond, que nous reproduisons chaque jour? Quelles sont les structures qui le font tenir? Au fond, quelle est l'histoire matérielle de notre mondialisation? Et je me tourne vers vous, Pierre Singaravelou, car votre travail d'historien global s'est imposé comme une évidence pour éclairer, mais peut-être également venir troubler, déstabiliser le récit que l'on se fait sur notre monde contemporain. Donc je vous présente Pierre Singaravelou. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De 2019 à 2023, vous avez été Global Professor au King's College de Londres. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages sur l'histoire de la colonisation et de la mondialisation du 19e au 21e siècle. Je ne pourrai pas tous les citer, mais tout de même quelques-uns. Histoire du monde au 19e siècle, chez Fayard. Pour une histoire des possibles analyses contrefactuelles et futures non advenues, avec Quentin Deluermoz. Le magasin du monde, la mondialisation par les objets du 18e à nos jours et la version de l'épicerie du monde, la mondialisation par les produits alimentaires, donc que vous avez co-dirigé avec Sylvain Venner. Et plus récemment, vous avez dirigé l'immense ouvrage collectif Colonisation, notre histoire, et c'est publié au Seuil en 2023. Vous avez également fait de la télé, vous avez coécrit la série documentaire d'Arte Décolonisation avec Karim Misquet et Marc Ball. Et enfin, vous collaborez régulièrement avec des musées en France et à l'étranger. D'abord le musée Guimet à Paris en 2018, pour lequel vous avez conçu l'exposition Le Monde vu d'Asie. Vous avez porté le projet des Mondes d'Orsay pour visibiliser la présence du monde extra-européen dans les collections. Le projet des Fantômes du Louvre, dont vous nous parlerez peut-être ce soir. Et surtout, en 2023, vous avez été co-commissaire de l'exposition Une autre histoire du monde au MUSEM à Marseille. Personnellement, c'est grâce à cette exposition que j'ai découvert l'envergure de votre travail. Et à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait de l'histoire globale. Mais grâce à mon travail de recherche approfondi pour la présentation de cette rencontre ce soir, je sais désormais que la démarche qui consiste à réinscrire l'histoire, c'est-à-dire des faits sociaux, des événements situés localement dans un contexte mondial, en insistant sur les interactions entre les civilisations, eh bien, cela porte un nom, ça s'appelle faire de l'histoire globale. Mais je reviens à l'exposition, une autre histoire du monde, parce que c'était un moment important. Dès les premières salles, on découvrait les multiples représentations du temps et de l'espace développées par d'autres civilisations, et c'était renversant. Déjà, les œuvres elles-mêmes étaient majestueuses et convoquaient immédiatement, non pas seulement les possibilités d'autres mondes, mais elles les faisaient pratiquement advenir. Je me souviens avoir été à la fois fascinée, émerveillée et désorientée. Voilà donc le programme de ce soir. C'est de nous désorienter collectivement. Dans le cas présent, il s'agira peut-être de nous désoccidenter. L'idée générale, c'est de voir ensemble ce que l'histoire globale fait au récit de la mondialisation, qui jusqu'alors a placé l'Europe au centre de la perspective, en mobilisant l'immense corpus qui est le vôtre, Pierre Singaravelou. Page. Voilà, donc
avant de perdre nos repères, et pour vous situer cette fois-ci dans le calendrier grégorien, je rappelle qu'avant de devenir professeur d'histoire, vous avez été doctorant. Votre thèse, soutenue en 2017, s'intitulait « Professer l'Empire, l'enseignement des sciences coloniales en France sous la Troisième République ». Donc si vous le voulez bien, Pierre Singaravillou, on va commencer par là. Pouvez-vous nous rappeler quelles étaient les questions de recherche du jeune Pierre et le cheminement qui fut le vôtre pour arriver aujourd'hui à l'histoire globale du monde mondial? Merci beaucoup Marie-Emta pour cette invitation. Bonsoir à tous, merci pour cette présentation aussi très, très généreuse de quelques-uns de mes travaux et aussi de nombreux travaux collectifs, parce que c'est une histoire collective, cette histoire globale, elle ne peut être que collective et polyphonique. On pourra y revenir peut-être plus tard. Alors oui, quelles sont mes premières questions? Si vous le permettez, je remonterai peut-être avant la thèse au travail qui a été peut-être le plus important pour moi, qui est le travail de maîtrise. Alors pour les plus jeunes, la maîtrise, vous ne savez pas ce que ça veut dire parce que ça a disparu, ça a été remplacé par le Master 1. Et donc c'est le premier travail de recherche. C'est une année extraordinaire qui nous permet, jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, au fond, de choisir son sujet de recherche, de le construire, d'inventer un corpus et puis dans une grande liberté la plupart du temps d'écrire une espèce de petit livre en fait qu'on peut poursuivre ensuite en thèse de doctorat. Et donc c'était pour moi, si je me souviens bien, en 1997 mon sujet de master a été très inspiré par une lecture, parmi d'autres, mais une lecture très importante qui est celle de l'orientalisme. Sous-titré L'Orient créé par l'Occident, qui était un livre que vous connaissez sans doute, un livre d'Edouard Saïd, publié en 1978 aux États-Unis et traduit par les éditions du Seuil en 1980, donc très tôt en France. Et il se trouve que ce livre, depuis presque un demi-siècle, exerce une influence très importante sur les sciences humaines en général, les sciences sociales. Et la lecture de ce livre, je pense que j'avais 19 ans, à peine 20 ans, a inspiré mon sujet de recherche. C'est-à-dire que j'ai voulu travailler à ce moment-là, à la fin de ma licence, de ma 3e année à l'université, sur l'histoire de l'orientalisme français. Pour mettre à l'épreuve, alors à ce moment-là, c'était pas mettre à l'épreuve, dans mon esprit, c'était appliquer la thèse d'Edouard Saïd. Edouard Saïd révolutionne l'histoire de la colonisation, mais pas seulement la colonisation, des représentations européennes du monde, en montrant qu'au fond, la colonisation n'est pas qu'un phénomène militaire ou économique, que la colonisation est aussi, et parfois même d'abord, un phénomène culturel. Que les colonisateurs britanniques, parce que c'est ceux qui l'étudient, et accessoirement français, eh bien, produisent tout un ensemble de représentations du monde, ce qui devient ce qu'on appelle l'orientalisme, un monde qui est, et c'est ça qui est très gratifiant dans la thèse de Saïd, parce que ça fonctionne assez bien, un monde qui est divisé un peu en deux, entre le centre européen et les périphéries extra-occidentales. Le centre représentant la civilisation, la culture, et puis les périphéries, des espaces plus ou moins de nature ou d'anciennes civilisations qui auraient dégénéré. Et il étudie cet orientalisme à travers toute une série de productions picturales, mais aussi savantes et littéraires, les grands romanciers européens. Et donc moi je m'intéresse à ce moment-là à une institution qui se trouve être l'une des principales institutions orientaliste savante française, qui n'avait pas fait à ce moment-là l'objet d'une étude, ni d'une thèse, ni d'un mémoire de recherche, ni d'un livre d'histoire, l'École française d'Extrême-Orient, c'est-à-dire la plus grande institution de recherche fondée par les Français en 1900 à Hanoï, au Vietnam, donc en pleine période coloniale, pour étudier non pas seulement l'Indochine, mais pour étudier toutes les cultures et les civilisations, les langues, les sites archéologiques d'Asie, de l'Asie au sens large. Et il se trouve que je peux consacrer mon travail de recherche en maîtrise
à ce sujet parce que l'École française d'Extrême-Orient, dont le quartier général est localisé encore aujourd'hui avenue du Président Wilson dans le 16e arrondissement, à ce moment-là vient d'ouvrir ses archives. Elles sont ouvertes quelques mois auparavant. Donc c'est une chance incroyable. Donc je me jette sur ces archives. Je suis un des premiers à pouvoir y accéder. Je travaille pendant 1 an chaque jour sur ce fonds d'archives. Et au fond, eh bien, je m'aperçois que la thèse de Saïd est extrêmement stimulante, mais qu'elle ne correspond pas exactement à la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, il y a quelque chose que Saïd, le premier Saïd, le Saïd de l'orientalisme, ensuite Saïd va revenir parce qu'on va critiquer Saïd assez tôt et il va essayer de compléter évidemment son travail, mais le Saïd de l'orientalisme passe à côté d'un élément essentiel, il passe à côté des principaux acteurs, si je puis dire, de cette histoire, les populations autochtones. Et parce que moi, dans les archives, je m'aperçois qu'en fait, cet orientalisme est largement le résultat d'une coproduction. C'est pas seulement, si vous voulez, ce ne sont pas seulement des représentations ex nihilo ou ex cathedra d'ailleurs, produites dans les métropoles, mais ce sont la plupart du temps des coproductions entre savants européens, en l'occurrence souvent français, et puis des savants autochtones qu'on appelle à l'époque des lettrés, mais qui sont au fond des intellectuels, là en l'occurrence vietnamiens, cambodgiens, laotiens, indiens, etc. Alors qu'on retrouve partout, tout le temps, c'est-à-dire que sur les sites archéologiques d'Angkor, s'il n'y avait pas eu les centaines de manouvriers cambodgiens, eh bien l'École française d'Extrême-Orient n'aurait pas pu créer ce plus grand parc archéologique du monde à partir de 1906. Et ces grands savants qu'on a héroïsés et parfois évidemment qu'on a valorisé leur travail à juste titre parce qu'ils ont joué un rôle très important dans l'histoire des sciences humaines, on a négligé le rôle fondamental de ces dizaines de lettrés qui ont traduit les manuscrits de toutes les langues d'Asie et qui ont permis à ces savants de produire en des temps très réduits des sommes de travaux orientalistes considérables. Alors, ça a des conséquences très importantes, cette coproduction, parce que, au fond, si vous vous intéressez à n'importe quelle région du monde, on s'aperçoit que la vision qu'ont pu en avoir les Européens à partir du XVIIIe siècle, eh bien, elle résulte, encore une fois, bien souvent, du regard qu'ont porté les lettrés, les intellectuels locaux sur leur propre monde. Je m'explique. Par exemple, les indianistes britanniques qui développent toute une série de travaux sur la société indienne à partir du XVIIIe siècle vont beaucoup travailler sur la structuration en castes. Sur ces différentes castes, et ça c'est un anthropologue qui s'appelle Nicholas Dirks, qui a publié un livre qui s'appelle Castes of Mind, et qui montre bien comment les indianistes britanniques, puis les indianistes européens en général, eh bien, en fait, n'ont fait que reprendre dans un premier temps la vision du monde que leur ont proposé les élites intellectuelles indiennes, c'est-à-dire les brahmanes, qui, au fond, leur ont transmis une vision du monde qui était très pyramidale, très hiérarchisée, une pyramide qui accueille en son sommet précisément les brahmanes, ces brahmanes qui sont les lettrés et qui ont construit cette vision du monde très hiérarchisée en plusieurs castes, plusieurs varnas. Et on retrouve cette même, si vous voulez, cette même transmission, cette même coproduction dans un tout autre contexte, alors de manière très différente, parce qu'évidemment chaque contexte est différent. Je la retrouve par exemple quand je travaille, et j'élargis mon sujet, aux sciences coloniales. Et je m'intéresse aux sciences coloniales, c'est-à-dire à tous ces savoirs coloniaux qui sont produits cette fois à l'échelle de l'Empire, plus seulement en Indochine, sous la Troisième et la Quatrième République. Et je m'intéresse à la psychologie indigène, à la psychologie, à la science psychologique appliquée aux populations de l'Empire, qui est une des disciplines reines de l'école coloniale, qui est l'école créée en 1889 à Paris, avenue de l'Observatoire,
pour former les hauts fonctionnaires coloniaux, puis les magistrats coloniaux à partir de 1905. Et l'une des disciplines qui structure la formation des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires coloniaux, eh bien, c'est cette psychologie coloniale. On leur enseigne aussi l'histoire coloniale, la géographie coloniale, le droit colonial, mais l'une des particularités, c'est cette attention à la psychologie. Et il se trouve que cette psychologie coloniale, elle s'inspire beaucoup d'un auteur que vous connaissez sans doute, qui est un auteur d'origine guyanaise, qui a obtenu le prix Goncourt en 1921 avec son ouvrage Batouala. Et en l'occurrence, c'est René Maran. Voilà. René Maran est un des premiers théoriciens de l'âme noire. L'âme noire qui va beaucoup influencer un certain nombre d'enseignants de l'école coloniale qui sont pour beaucoup des administrateurs coloniaux, d'ailleurs de plus en plus réformateurs. Je pense à Robert de la Vignette, qui était socialiste et qui va promouvoir une forme d'humanisme colonial et qui va être inspiré par justement cette idée d'âme noire. Et il y a un autre enseignant de l'école coloniale qui est professeur de langue et civilisation africaine dans les années 30, que vous connaissez tous, qui s'appelle Léopold Sédar Senghor. On a oublié qu'il a enseigné à l'école coloniale, et qui, lui, va évidemment contribuer très fortement au renouveau de la théorisation sur l'âme noire, avec d'autres, Léon Gontran Damas, bien entendu Aimé Césaire, c'est-à-dire cette réflexion sur la négritude qui est extrêmement riche, diverse, complexe dans cet entre-deux-guerres. Et donc on voit bien comment, au fond, et ça c'est ce premier travail de maîtrise qui m'offre d'une certaine manière cette leçon d'histoire, il est beaucoup plus intéressant de penser en termes de circulation et d'interaction, y compris lorsqu'on parle d'idées et de concepts, qu'en termes de généalogie qui serait simple, et notamment généalogie qui serait au fond, qui reprendrait cette idée saïdienne d'une invention pure et simple de l'Occident, c'est-à-dire de l'Orient par l'Occident. D'accord, mais merci pour ce détour par vos premières études sur l'orientalisme. Alors, pour revenir vraiment aux questions de la mondialisation contemporaine, quand on a préparé cette rencontre, on a commencé à échanger. Vous m'avez parlé des mondialisations impériales. Moi, sur le moment, j'étais là, bon, ok, je n'étais pas hyper sûre de bien savoir de quoi on parlait, mais j'ai fini par comprendre que mondialisation impériale des 19e et 20e siècles, c'était votre manière de dire, au fond, ce que moi j'appelle la colonisation. Et donc, c'est un peu une question repère, mais pouvez-vous nous expliquer à quoi ça sert de présenter les choses de cette manière? Pourquoi c'est important de resituer peut-être la colonisation récente dans une histoire plus longue de mondialisation mondiale? Oui, en fait, c'est une question qui est importante parce qu'on voit bien aujourd'hui que dans le débat public, on utilise parfois indifféremment les concepts de colonisation, empire, alors mondialisation impériale. Alors je vous ai parlé de mondialisation impériale parce qu'il me semble que, on en a parlé très brièvement, mais le thème de votre cycle porte précisément sur la colonialité de la mondialisation. Ouais, et il me semble que vous avez là, ça n'est pas par hasard, et ça n'est pas par hasard parce que il faut revenir à l'origine du mot mondialisation. Le mot mondialisation est inventé en français avant que ne soit forgé le terme anglais de globalization. Déjà, c'est un premier point qui n'est pas inintéressant. Ce terme de mondialisation est inventé par Pierre de Coubertin. C'est la première occurrence. Pierre de Coubertin, vous le savez, c'est celui qui réinvente les Jeux Olympiques, 1896 à Athènes, donc promoteur du sport à l'échelle internationale. Mais on a oublié que Pierre de Coubertin était aussi un des grands promoteurs de l'expansion coloniale française.
Et en 1904, il publie un article dans Le Figaro, un article qui s'intitule, si je me souviens bien, « Le flambeau à 7 branches ». Et dans cet article de 1904 dans Le Figaro, il théorise la mondialisation. Il utilise le terme et il explique ce que c'est. Pour la première fois, sans doute dans l'histoire. En tous les cas, on n'a pas trouvé une occurrence plus ancienne. Et c'est Vincent Capdepuis qui a documenté cela. Et dans ce texte, Pierre de Coubertin explique que la mondialisation, c'est la nécessité d'exporter la civilisation française dans le monde. Exporter la civilisation française dans le monde, il fait le constat qu'en 1904, la France n'est que le second empire colonial, que l'empire britannique est passé devant, qu'il y a de nouveaux empires qui sont en train de concurrencer la France, et que la principale force de l'empire français, au sens large, on va le voir, c'est sa culture, c'est sa civilisation. Et donc il faut exporter sa culture, sa langue, sa civilisation. Et c'est pas par hasard qu'au même moment se développe le terme de francophonie. C'est important d'en parler aussi ici. Le terme de francophonie, c'est un terme colonial impérial. C'est un terme qui est forgé, qui est inventé lui aussi, un néologisme inventé par Onésime Reclus en 1880, au moment où se développent des alliances françaises un peu partout dans le monde et surtout dans les colonies, et où on considère, et à ce moment-là, quelqu'un comme Jean Jaurès est un fervent partisan de la francophonie dans l'empire colonial et au-delà, on considère que la langue française est, là aussi, un des principaux atouts de l'influence française dans le monde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Pierre de Coubertin, avec son flambeau à 7 branches, considère que, et c'est là que ça devient intéressant, cette expansion doit être coloniale dans les grandes villes de l'Empire français. Il donne l'exemple d'Alger dans ces 7 branches. Donc à Alger, qui fait partie évidemment qui est dans une colonie française, et plus qu'une colonie même, puisqu'il s'agit d'une colonie départementalisée, puisqu'il s'agit d'une colonie transformée en 3 départements français. Cette expansion française par la civilisation et la culture doit s'opérer également dans les anciennes colonies françaises qui n'en sont plus. Il donne l'exemple de la Nouvelle-Orléans et de la ville de Québec. Donc là, c'est important parce qu'il dit, au fond, il y a des territoires qui ont été colonisés, qui ne le sont plus, qui sont indépendants, mais ça fait encore partie de cet empire de la civilisation française. On est en 1904. Et il ajoute dans ces 7 branches une ville comme Le Caire. Alors Le Caire qui n'a jamais été une colonie française, mais lui sait bien que Le Caire fait partie à ce moment-là de l'empire informel français. C'est-à-dire que tout au long du XIXe siècle, l'Égypte a été une partie de cet empire informel français, c'est-à-dire que les banques françaises étaient très présentes, les entreprises françaises, les écoles françaises également. Et donc, elles font partie, au même titre que les autres villes, de cet empire de la culture française. Alors ça, c'est pour la mondialisation impériale. Parce qu'il me semble que l'Égypte est passée sous contrôle britannique en 1882. Précisément. En 1882, c'est exactement cela. Mais il n'empêche que la France reste présente à travers donc, tous ces acteurs que j'ai indiqués, après 1882. C'est vrai que sa présence était encore plus importante avant. C'est vrai que l'occupation britannique modifie légèrement les choses. Mais ce texte de Pierre de Coubertin témoigne bien du fait que les Français, quand même, espèrent rester présents en Égypte. Et on voit bien qu'ils sont présents en Égypte, en fait, jusqu'à, au fond, aux années 1950 et la période de rupture nassérienne. Alors, ça, c'est pour la question de la mondialisation impériale. Et en fait, je disais, il est important dans parfois ces querelles sémantiques, parce que ces notions sont extrêmement plastiques, colonisation, empire, impérialisme, etc., parfois de bien distinguer les deux. Et la colonisation, pour la distinguer au fond d'un phénomène impérial ou de l'empire informel que j'ai évoqué précédemment,
La colonisation, on peut revenir au fond à la définition donnée par Georges Ballandier, ce sociologue que vous connaissez, qui en 1951 publie un article séminal qui s'intitule La situation coloniale, approche théorique. Et lui, il nous donne une définition qui est encore aujourd'hui utilisée partout dans le monde. Il nous dit la colonisation, eh bien, la situation coloniale, c'est une minorité étrangère, culturellement et ethniquement, qui domine, qui exploite, qui opprime une majorité autochtone. Alors c'est important parce qu'en donnant cette définition, déjà, ça exclut toute une série de situations qui ne sont pas précisément coloniales. Bon. Mais d'autre part, ça permet de comprendre, au fond, d'emblée, l'instabilité de la situation coloniale. C'est-à-dire comment une minorité, parfois infime, peut imposer son contrôle sur une majorité. Eh bien, il nous donne toute une série de pistes dès 1951. Et c'est ce qu'il appelle les subterfuges utilisés par les colonisateurs. Alors, ils sont très nombreux. Les colonisateurs s'appliquent à recruter massivement des agents autochtones à travers lesquels ils peuvent exercer leur domination. Ça, c'est très important parce que, en fait, dans la plupart des colonies au XIXe siècle, les colonisés croisent rarement ou pas du tout d'Européens. En revanche, ils subissent la domination coloniale à travers, par exemple, le fisc, l'impôt extrêmement dur qui est prélevé par des agents autochtones. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'ils ne croisent pas d'Européens, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. À quelques exceptions près, ce ne sont pas des colonies de peuplement. Donc en dehors des villes, il n'y a pas beaucoup d'Européens. Si vous faites abstraction, évidemment, des grandes plantations dans certains endroits, par exemple. Et donc, il faut des subterfuges. Les subterfuges, c'est aussi diviser pour régner. Et donc là, on va s'appuyer sur la minorité Tutsi contre la minorité Tutsi contre la majorité Hutu au Rwanda. C'est-à-dire que là, c'est l'exact inverse de ce que je vous ai dit pour les castes. C'est-à-dire qu'on va prendre des groupes socio-professionnels pour les transformer en races. C'est-à-dire que on est au Rwanda. Et les savants et les administrateurs belges, mais aussi français et allemands, les missionnaires également, vont inventer ex nihilo des races, alors que les Tutsis sont des propriétaires et des éleveurs, alors que les Hutus sont des agriculteurs et des paysans. Et on va ériger ces deux groupes socio-professionnels en races antagonistes, avec d'un côté des Tutsis qui seraient des héritiers d'une race noble d'origine nilotique, face à des Hutus qui seraient d'origine bantoue, frustre, etc. Et donc vous voyez comment cette invention de la race peut avoir des conséquences de très longue durée jusqu'aux années 1990. Donc voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres, je vois que le temps passe, de subterfuges tels qu'ils peuvent être mis en exergue par Georges Ballandier. Et on voit bien que voilà, on n'est pas du tout là dans une logique d'empire informel, mais dans une logique de situation coloniale bien précise, en sachant qu'il existe, et c'est ça qui est dommage dans le débat public actuel, il est très difficile de parler de colonisation plus de 2 minutes lorsqu'on est invité sur une chaîne info, donc c'est pour ça que, moi, à titre personnel, je n'y vais pas, mais, ou alors par tweet. Et donc, il est très difficile d'expliquer que la colonisation au XIXe et au XXe siècle, elle se définit par une grande variété, une grande diversité de situations coloniales. Et c'est très difficile de comprendre que la situation coloniale d'un Tamoul à Pondichéry à la fin du XIXe siècle, alors qu'il est citoyen français, a peu de choses à voir avec la situation d'un Congolais qui travaille dans une plantation d'EVA à la même époque. Et ça, c'est 2 exemples parmi tant d'autres. Et pourtant, les 2 sont colonisés. Et les 2 vivent dans des colonies. Merci pour ces repères. Et je pense qu'aussi, il y a eu beaucoup de choses importantes que vous avez rappelées, mais c'est vrai, au fond, on oublie que au XIXe siècle, en fait, l'Empire français, quand on pense aux colonies d'Afrique, notamment d'Asie,
C'est vraiment à ça qu'on fait référence collectivement quand on pense la colonisation. Mais en réalité, l'Empire français, à cette période, il est déjà en fin de vie, d'une certaine manière, puisque les très grandes colonies d'Amérique du Nord sont perdues depuis, pour certaines, un moment, et que c'est plutôt en espèce de nouveau souffle qui cherche à se reconstituer sous l'impulsion de personnages comme le baron Pierre de Coubertin que vous avez mentionné. Alors, toujours pour rester un peu dans les repères, comme s'il y a beaucoup de choses et que c'est très vaste, je pense que c'est bon maintenant. On a compris ce que c'est que donc, la colonisation et ce séquençage de cette période des 19e et 20e siècles. Mais moi, en fait, j'ai un peu lu les pensées décoloniales, donc plutôt d'Amérique du Sud, et j'ai intégré comme repère le fait que la colonisation et la modernité, ça débute en 1492 avec la conquête d'Abya Yala, donc l'Amérique du Sud, et que cette conquête, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est jamais complètement arrêtée, puisqu'on continue sous d'autres formes à perpétrer une certaine forme de domination sur certains territoires. Et vous, vous avez plutôt tendance à dire que c'est pas ça, si je comprends bien. Alors, pas exactement, parce que le colonisation de notre histoire, par exemple, nous allons plus loin en débutant cette histoire-là, avant même l'intrusion européenne dans chacune des parties du monde. Donc on remonte bien en amont de 1492. Alors, c'est intéressant que vous donniez l'exemple d'Abya Yala, parce que c'est une expression qui est d'origine gouna, dans la langue gouna, donc c'est une population qui vit en Panama, Colombie, et donc c'est ce qu'on appelle un endonyme, c'est-à-dire c'est le nom que se donnent les populations, qu'elles donnent à leur propre territoire. Et on aurait pu en donner d'autres. Je dirais les populations plutôt du nord de l'Amérique, elles utilisent plutôt elles caractérisent leur territoire en utilisant l'expression l'île de la tortue. Bon. Alors c'est intéressant parce que ça c'est un des apports des études décoloniales. Alors que moi, je n'ai pas, j'ai découvert très tardivement, et donc je suis arrivé d'une certaine manière au même résultat, mais en passant par l'histoire des sciences humaines que j'ai évoquée au début. Donc c'est pour ça que c'était intéressant, c'est-à-dire s'intéresser aux catégories utilisées par les populations autochtones et voilà, aux catégories vernaculaires. C'est très important. Cette inversion de perspective est nécessaire. Et c'est un constat qui est fait par toute une série de chercheurs, alors pas seulement dits décoloniaux, mais aussi post-coloniaux depuis très longtemps, c'est-à-dire s'apercevoir que la colonisation produit une forme de violence épistémique. Et moi, j'ai pu l'éprouver assez tôt, parce que assez jeune, j'ai publié un livre collectif, j'ai dirigé un livre collectif qui s'appelle « L'Empire des géographes », où on s'aperçoit que la géographie, c'est la science de la colonisation. Et ce que font les colonisateurs européens lorsqu'ils arrivent quelque part, c'est, à travers ce pouvoir toponymique, c'est de renommer les noms des fleuves, des lieux, des continents naturellement, comme vous l'avez dit, et pour en prendre possession. C'est une forme d'appropriation symbolique, c'est-à-dire que l'appropriation symbolique accompagne nécessairement l'appropriation territoriale et politique. Et donc ça, c'est une forme, comme le dit Gayatri Spivak, c'est une forme de violence épistémique. Pourquoi est-ce que c'est une forme de violence épistémique ? Parce que, en fait, ça oblige les populations locales à se sentir étrangères chez elles. Donc c'est quand même une des caractéristiques de la colonisation. Donc c'est un très bon exemple que vous donnez. En même temps, j'apporterai un petit bémol sur ce que vous avez dit sur, et ce qui en fait correspond bien aux études décoloniales, vous avez raison, sur 1492. Les études postcoloniales, en effet, se focalisent sur 1492, qui reviennent comme un mantra. Il y a pour moi une espèce de fétichisme de 1492. Pourquoi fétichisme ? D'abord parce que c'est pas en 1492 que Christophe Colomb a soi-disant découvert l'Amérique. Déjà. Alors je ne vous parle même pas du fait qu'il n'a pas découvert l'Amérique, ça vous le savez. Mais je ne suis pas sûre qu'on sache.
Ah bon, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Donc ça, c'est le mythe des grandes découvertes. On va peut-être y revenir. Mais d'abord, en 1492, Colomb, factuellement, là, je veux dire, on peut être tous d'accord là-dessus, hein, en 1492, il met les pieds aux Bahamas. C'est-à-dire qu'il va explorer les Antilles. Mais ensuite, il repart. En fait, il faut attendre 6 ans plus tard, 1498, lors de la 3e expédition, pour qu'il foule du pied l'Amérique. Si vous voulez qu'on soit précis, soyons précis. C'est-à-dire qu'il ne découvre ni les Antilles, ni l'Amérique, mais en tous les cas, la première fois où il met les pieds en Amérique, alors lui, il croit que c'est l'Asie. Hein. Jusqu'à la fin de sa vie, il va penser... Pardon ? Jusqu'à la fin de sa vie, il va penser qu'il s'agit de l'Asie. Hein. Bon, ça, vous connaissez cette histoire. Il n'en démord pas. Mais il va, et c'est intéressant pour nous, il va fouler du pied le Venezuela actuel, hein, en 1498. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pas 1492. Deuxième point, en réalité, plus sérieusement, parce que là, c'est un peu une boutade, mais une boutade sérieuse. Deuxièmement, je pense qu'en fait, 1492, c'est du fétichisme, parce que c'est de l'européocentrisme. C'est-à-dire que là, c'est un flagrant délit d'européocentrisme de nos amis décoloniaux. C'est qu'en fait, ils font comme si en fait, tout dépendait de l'Europe. Mais en fait, l'Europe n'est pas du tout le centre du monde en 1492. En 1492, le centre du monde, il se trouve ailleurs. Si c'est le centre du monde économique de la mondialisation, c'est l'océan Indien. Et si votre critère, c'est la puissance économique, c'est sûrement pas l'Europe, c'est l'empire chinois et l'empire indien, qui vont demeurer les 2 premières puissances économiques mondiales jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au point de représenter la moitié du PIB mondial jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc en fait, c'est totalement téléologique de dire « Ah ben tout commence en 1492 ». Non, en fait, il faut juste regarder ailleurs. En fait, vous voyez ? Et c'est ça qui me gêne, en fait, dans cette obsession pour 1492 et pour l'Amérique. Certes, c'est important, l'Amérique. Mais voilà, c'était un peu, ma petite critique adressée aux études décoloniales. En sachant que si moi je me définis pas du tout comme un historien décolonial, parce que c'est pas du tout ma généalogie intellectuelle et que j'ai découvert ces travaux tardivement, il n'empêche que ce sont des travaux qui sont par de nombreux aspects très intéressants. Je l'ai dit parce que ils mettent l'accent sur les épistémologies vernaculaires, ça c'est très important pour nous. La production de savoir. La production de savoir autochtone et la nécessité d'y revenir. Bon, ça c'est. Mais aussi parce que, contrairement à l'histoire coloniale, aux colonial studies, comme on a dit, c'est-à-dire à l'histoire sociale et politique du fait colonial, et à l'histoire postcoloniale que j'ai évoquée, qui est d'inspiration saïdienne, eh bien, ces études décoloniales mettent l'accent tout de même sur l'importance de l'économie. Parce que, vous l'avez compris, ces études décoloniales, elles sont situées, comme toutes les études, comme toutes les sciences sociales, et elles sont situées en Amérique latine. Elles parlent de là, et c'est pourquoi elles s'intéressent à 1492, et on comprend pourquoi. Et en fait, elles sont inspirées par des théories économiques des années 1970-1980 qui reviennent au goût du jour aujourd'hui, les théories de la dépendance. Pour expliquer le sous-développement. Et ces grands économistes, ces grands théoriciens nous disent dans les années 70-80, enfin, attendez, tous ces pays du tiers-monde ne sont pas arriérés. Ils sont sous-développés, pour utiliser un terme de l'époque qu'on n'utilise plus, parce qu'évidemment, il est évolutionniste. Donc, ils sont sous-développés avec des guillemets, nous explique-t-il, parce qu'en fait, vous avez des pays qui sont extrêmement riches et qui tirent leur richesse en grande partie de l'exploitation des matières premières, notamment des pays du Sud. Et donc, évidemment, ces analyses continuent à irriguer notre réflexion aujourd'hui et peuvent être d'actualité aujourd'hui.
Ouais. Et alors sur ce point, parce que c'est une histoire que j'ai pas mal étudiée, vous avez rappelé que à la fin des années 50, début des années 60, et notamment à l'époque où la plupart des pays africains deviennent indépendants, la question qui va se poser, et c'est l'émergence aussi du concept de développement, mais la question qui va vraiment s'imposer, c'est celle des origines du sous-développement. Donc et c'est très intéressant que vous rappeliez que ce courant de la dépendance s'est construit pour répondre à tout un courant, et notamment économique, avec des économistes comme Rostow, qui ont développé des théories, la théorie de la croissance notamment, parce que le développement, c'est la croissance économique, et notamment la croissance par étapes, et donc cette idée que toutes les sociétés suivent les mêmes phases de progrès assise sur le développement d'une industrie. Et donc, il faut sortir du paysanat, épargner un petit peu, ça permet de mobiliser des capitaux pour pouvoir investir, industrialiser la production, etc. etc. Et cette idée que, la fin de l'histoire, c'est la société de consommation que nous connaissons. Mais donc, dans ce que vous... alors, merci pour ce rappel et ce cadrage. Et donc, on ne dira plus 1492, mais... si, vous pouvez continuer. 1498. Vous avez également aussi évoqué un moment cette franco-mondialisation, mais il y avait cette idée aussi d'englobalisation à cette même époque, donc d'autres formes de mondialisation qui étaient contemporaines ou bien concurrentes. Oui, alors le terme d'englobalisation, c'est un concept qui est connoté. C'est Unglobalization, qui a été forgé par un historien que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Niall Ferguson, qui l'a proposé dans un livre qui date maintenant de 2008, qui s'intitule Empire. Et Niall Ferguson, en fait, c'est un historien très très connu qui d'abord a commencé à Oxford et puis ensuite est parti aux États-Unis et qui est devenu un des principaux inspirateurs du mouvement néoconservateur aux États-Unis. Je vous dis ça parce que ça explique sa proposition historiographique également. Dans son livre Empire, il explique que l'Empire britannique, depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, a été le principal vecteur de la mondialisation et de l'occidentalisation du monde. Donc il explique qu'en fait, à travers l'expansion anglaise, britannique, en fait, les institutions parlementaires et politiques se sont diffusées un peu partout sur la planète. Les pratiques sociales, comme le tea time par exemple, les pratiques sportives, la langue anglaise, vous connaissez ces thèmes, mais on connaît moins le fait que cette idée d'englobalisation, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée au fond que la Grande-Bretagne a civilisé le monde, c'est ça qu'il veut expliquer, c'est toujours cette idée de mission civilisatrice. Et donc c'est une défense et illustration de la colonisation britannique, et que, pourquoi je vous disais qu'il était néoconservateur, alors c'est lui qui le dit, c'est pas moi, explicitement, c'est parce que, en 2003, au moment de l'intervention en Irak et des différentes interventions états-uniennes au Moyen-Orient, au fond, Niall Ferguson renoue avec le fameux poème de Rudyard Kipling, Le fardeau de l'homme blanc. Vous vous souvenez, c'est 1899, au moment où Rudyard Kipling, vous savez, celui qui a écrit le livre de la jungle, qui a bien connu, qui a vécu en Inde, écrit ce poème du fardeau de l'homme blanc pour expliquer que l'Empire britannique doit transmettre la mission civilisatrice aux États-Unis, qui sont le nouvel empire colonial, émergent, le nouvel Benevolent Empire, qui doit prendre soin du monde. Et donc lui, il explique la même chose, c'est-à-dire qu'il dit qu'en gros, les États-Unis sont les nouveaux, en 2003, sont la nouvelle Grande-Bretagne, le nouveau Royaume-Uni du début du XXIe siècle. Alors on voit bien évidemment la charge idéologique et le biais idéologique qu'il y a derrière. Il y a ce concept de franco-mondialisation qui a émergé, alors qui pour le coup n'est pas un concept idéologique de même nature, mais qui est un concept historiographique
qui nous permet d'expliquer qu'en fait, déjà, la France a joué un rôle aussi important dans la mondialisation que la Grande-Bretagne au XIXe siècle. Et on l'a oublié. C'est-à-dire que la France exporte tout autant ses capitaux dans les années 1860 dans les colonies et son empire que la Grande-Bretagne. Elle exporte sa langue, c'est ce que je vous disais, sur l'empire informel. Voilà, donc ça c'est pour expliquer au fond dans quelle mesure les empires coloniaux ont été, en fait, depuis, vous l'avez dit, avant le XVIIIe siècle, dès le XVIe et le XVIIe siècle, les principaux vecteurs de la mondialisation économique, culturelle, mais aussi politique, et donc ont été des vecteurs de ce qu'on a appelé l'occidentalisation du monde. Mais vous, ce que vous montrez dans vos travaux, c'est que finalement, cette occidentalisation du monde, elle n'est pas si évidente. C'est pas... cette idée que peut-être les sociétés ne sont pas tant occidentalisées que transformées, réappropriées, créolisées, que c'est pas il y a une forme d'agentivité, que les populations autochtones se réapproprient les pratiques sociales et culturelles qui peuvent circuler et que ça n'est pas, disons, de la pure conquête, quoi. Oui, en fait, oui, c'est précisément cela. C'est-à-dire qu'en fait, cette mondialisation n'est pas qu'une pure occidentalisation. Si, en fait, ces empires permettent tout de même d'imposer, on l'a dit, des institutions politiques, des frontières étatiques, parfois, qui existent encore aujourd'hui, des standards, des normes, par exemple des normes fondamentales, comme par exemple un nouvel espace-temps. En 1884, avec la conférence du méridien de Greenwich, les Anglais imposent leur espace-temps au monde entier. Et vous avez parlé de calendrier grégorien. À partir du début du XXe siècle, le calendrier grégorien s'impose au monde entier, à quelques exceptions près. Et donc on voit bien quand même l'impact de cette occidentalisation qu'il ne faut pas nier. Mais en même temps, on s'aperçoit, dans les faits, quand on essaie d'écrire l'histoire par le bas, que pour que ces idées, pour que ces objets d'origine occidentaux, que ces pratiques d'origine occidentale, que ces pratiques culturelles et sociales circulent, vous l'avez dit, il faut la plupart du temps qu'il y ait une forme d'appropriation. Il faut qu'il y ait une forme d'appropriation, sinon ces pratiques ne se diffusent pas vraiment. Et ça vaut par exemple, je ne sais pas moi, pour quelque chose d'aussi élémentaire que les langues. Vous avez parlé de créolisation. La langue française, on croit à tort qu'elle s'est diffusée dans le monde pendant la colonisation. En fait, non. En fait, elle ne s'est pas diffusée dans le monde pendant la colonisation pour une raison simple. Et là, c'est vraiment très important de comprendre la nature même de la colonisation française. C'est une colonisation qui n'éduque pas les populations autochtones. Dans la plupart des colonies, moins de 1% des enfants sont scolarisés dans les écoles coloniales et donc peuvent accéder au français. Et au maximum, en Algérie, dans les années 1930, c'est 10% des Algériens musulmans qui apprennent le français dans les écoles créées par les colonisateurs. Donc en fait, c'est pas pendant la colonisation, c'est en fait au moment des décolonisations. C'est au moment où les élites de ces différents pays, Amani Diori au Niger, Léopold Sédar Senghor au Sénégal, les élites algériennes, Sihanouk au Cambodge, eh bien vont démocratiser l'enseignement du français dans leur pays, dans chacun de leurs pays. Et c'est ça l'expansion véritable de la francophonie à partir des années 1960. Et cette langue française se diffuse aussi dans le monde. Et là, il y a un livre qui est en train d'être écrit par Ella Raberto et Elgas sur une histoire monde de la littérature française et donc de la langue française. Et qui nous montre qu'en fait, cette langue française, elle est créolisée très rapidement aux quatre coins du monde. C'est juste qu'en fait, on n'a pas regardé. On ne l'a pas pris en considération. Mais elle se créolise immédiatement. Et donc, on pourrait en fait examiner comme cela tous les marqueurs
de l'expansion européenne dans le monde et s'apercevoir qu'ils sont appropriés et transformés. Je ne sais pas moi, l'un des symboles de la Britishness, de l'identité britannique, c'est le cricket. Et le cricket, il est diffusé dans toutes les colonies anglaises à partir du milieu, au moins du début, on va dire, du 19e siècle. Et vous savez ce que dit Ashish Nandy, qui est un célèbre chercheur indien, psychanalyste, qui a consacré de nombreux travaux au cricket en Inde. Il dit le cricket est un sport indien accidentellement découvert par les Anglais. Ça dit tout. Ça dit tout parce que ça nous dit pourquoi les Indiens se sont emparés du cricket au point d'en faire leur sport national, parce que le cricket correspond à leur ethos, à leurs valeurs, à leur vision du monde, à leur manière de vivre, mais dans le moindre détail. C'est-à-dire c'est un sport, par exemple, qui n'induit pas de dépenses physiques. Donc ça correspond bien, si vous voulez, à l'ethos des castes supérieures, qui ne veulent pas suer. Ça, c'est fait pour les Dalits ou pour les castes inférieures, de leur point de vue, naturellement. C'est un sport éminemment intellectuel, c'est un sport de stratège, etc., etc. C'est un sport qui permet d'être joué à l'extérieur et donc de contempler le temps, le climat, les changements de la météo, etc., etc. On pourrait comme cela, je ne sais pas, donner l'exemple très vite aussi du football. Ça, c'est un élément très important parce que le football est un résultat de la mondialisation. C'est-à-dire que le football est inventé dans les collèges les plus huppés de Grande-Bretagne, c'est-à-dire à Eton et Rugby. Comme son nom l'indique, à Rugby, au milieu du 19e siècle, les jeunes aristocrates décident de favoriser le jeu au ballon avec les mains. Donc Rugby, c'est le nom de l'école, la public school, qui en fait est une école privée qui donne son nom à ce sport, le rugby. Et à Eton, pour se différencier, ils préfèrent le jeu au pied. Ok ? Ça, soi-disant, ça nous donne le football que certains d'entre vous regardent chaque semaine à la télévision ou dans les stades ou qu'ils pratiquent. Sauf qu'en fait, pas du tout. Le football des Anglais, à ce moment-là, vous aurez du mal à le reconnaître, en fait. Ça s'appelle le kick and rush. C'est on tape très très fort dans la balle et on court tout droit. Le football que vous appréciez, enfin j'imagine, pour certains d'entre vous, je le dis sans me risquer parce que c'est le sport le plus populaire au monde, c'est un sport qui a été créolisé. C'est un sport qui a été indigénisé. Et la principale créolisation, parce qu'on n'a pas le temps de passer par les autres continents, c'est l'Amérique latine. Tout au long du 19e siècle. Là où il y a cet empire informel britannique qui crée des clubs de foot partout. Sauf qu'en fait, ce sont les joueurs en Amérique latine, les joueurs d'origine espagnole, italienne et les joueurs noirs, au Brésil notamment, qui vont transformer ce sport en inventant le dribble. Alors le dribble, on imagine, ça n'est pas prouvé, il y a plein d'études, que ce sont les joueurs noirs et métis, notamment au Brésil, qui ont inventé le dribble pour esquiver le corps des joueurs blancs. Ce qu'on sait, c'est que le dribble n'existait pas avant que le football soit joué au Brésil et accessoirement dans les autres pays d'Amérique latine. Vous voyez, donc en fait, ça veut dire que chaque circulation induit bien souvent, et induit toujours une appropriation qui elle-même se traduit par une réinvention ou du moins des adaptations de ces pratiques. Alors on pourrait, je ne sais pas si on a le temps, je vois que le temps file, on pourrait donner des exemples dans d'autres... Et même des exemples dans le sens inverse, des sports, enfin disons des pratiques sociales qui ont été réappropriées, digérées par des sociétés occidentales, comme par exemple le surf. Le surf, exactement. Alors le surf, c'est très intéressant parce que le surf, c'est une pratique très ancienne, hawaïenne et polynésienne, qui est une pratique très sérieuse avec une dimension politique et religieuse. C'est à travers le surf que les conflits, notamment entre aristocrates, sont réglés à Hawaï. Et le surf va être, comme vous le savez, réapproprié par d'abord les États-Unis à travers la colonisation de Hawaï
à la fin des années 1890 et être diffusé dans le monde entier, y compris sur les côtes françaises très tôt, dans les années 1950, ça passe par Biarritz notamment, et ça va devenir, si vous voulez, un élément caractéristique de la culture californienne très tôt. Mais on pourrait donner comme ça de multiples exemples, et notamment dans le domaine alimentaire, parce que ça a des conséquences massives. Le thé, par exemple, le thé qui est quand même à l'origine d'immenses guerres en Asie, parce qu'on appelle ça les guerres de l'opium, mais ce sont des guerres du thé. Les guerres de l'opium, ce sont les Anglais qui refourguent, qui veulent vendre absolument de l'opium produit en Inde, au Bengale, à partir de 1830, enfin, ils en vendent dès la fin du XVIIIe siècle, mais la guerre de l'opium commence, la première en 1839. Ils veulent refourguer de l'opium pour pouvoir acheter davantage de thé à un meilleur prix, pour rééquilibrer la balance commerciale entre les Britanniques et la Chine. Et tout ça parce qu'il y a une folie de la consommation du thé chinois en Grande-Bretagne. Le thé devient consommé au-delà de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Ensuite, très rapidement, c'est le fameux tea time, par les ouvriers qui mettent un max de mélasse dans leur thé, et ça leur fait l'équivalent calorique d'un repas. Donc, vous voyez, ça fait tourner la révolution industrielle, tout ça. La mélasse, qui vient des Antilles, des colonies caribéennes, le thé qui vient, à l'origine, de Chine. Mais en fait, ils s'aperçoivent, et on en revient à cette question de l'approvisionnement des matières premières que vous disiez, à cette histoire économique qui est fondamentale. À partir de la guerre de l'opium, les Anglais se disent, mais attendez, on ne va pas dépendre de la Chine, qui est la seule à produire du thé, toute notre vie ad vitam. Et donc, ils envoient, là on était, première guerre de l'opium, 1839-1842, ils envoient Robert Fortune, un botaniste anglais, en mission commando clandestine en Chine, en 1848, pour faire quoi? Pour rapporter des plants de thé. Pour voler des plants de thé. Et c'est grâce à ça que vous consommez, et grâce à, si je puis dire, c'est que vous consommez chaque matin du thé, parce que Robert Fortune va ensuite permettre de diffuser et de cultiver du thé dans tout l'Empire britannique. C'est de là d'où vient le thé indien, le thé de l'Assam, de Darjeeling, le thé dans les Nilgiris, dans le sud de l'Inde, le thé au Kenya, etc. Le thé partout, en fait, dans les autres colonies britanniques. On pourrait évoquer l'exemple de la vanille. La vanille, je ne sais pas, la vanille, vous savez d'où ça vient, la vanille? Ça vient un certain... Alors, de la Réunion, vous n'avez pas tort, mais avant... Madagascar? Du Mexique. C'est une plante qui ne pousse qu'au Mexique, sauf que, en fait, quand on la déplace, là, c'est l'histoire de Fortune, mais quand vous déplacez, quand vous emportez des plants de vanille, en dehors du Mexique, ils sont stériles. C'est-à-dire que vous avez des feuilles, vous n'avez plus de fruits. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est une abeille endogène au Mexique qui seule peut polliniser la vanille. Donc en dehors du Mexique, vous ne pouvez pas produire de vanille. C'est quand même problématique. Et il faut attendre 1842 pour qu'un jeune esclave de l'île Bourbon, dénommé Edmond, il a 12 ans, Edmond. Et on l'a totalement oublié ensuite, et je peux vous dire que, comme vous pouvez l'imaginer, il n'a pas profité de son brevet, qui invente à l'échelle mondiale le procédé, et c'est très important, la vanille, ce sont des, si vous voulez, c'est une économie à l'époque, et toujours aujourd'hui, déterminante pour les différents empires coloniaux. C'est lui qui invente, à l'aide d'une aiguille, le procédé de pollinisation artificielle de la vanille. C'est-à-dire que c'est lui qui permet de cultiver la vanille dans le monde entier, en dehors du Mexique. Et c'est lui qui permet à la France de produire 80% de la vanille mondiale à la fin du XIXe siècle. Vous la connaissez tous, la vanille, évidemment, de l'île Bourbon, de Madagascar, de Polynésie française, etc., etc. Et les autres empires s'affolent. Comment pouvons-nous faire? Eh bien, les Allemands inventent la vanilline, la vanille de synthèse, pour contrecarrer cette vanille naturelle française. Et c'est ça que vous retrouvez dans la glace à la vanille, qui évidemment représente là aussi des enjeux commerciaux
majeur encore aujourd'hui dans le monde entier. On pourrait donner, je ne sais pas, plein d'autres exemples, mais je ne sais pas si on a le temps. Alors, justement, parce qu'il faut quand même laisser un peu de temps à la salle pour des questions. Je vais quand même vous en poser une dernière, mais alors je vais essayer de faire vite, ou sinon je... Bon, je sais, est-ce qu'on a des micros qui vont circuler ou pas de micros ? Oui, il y aura des micros, super. Alors, peut-être juste un dernier point, c'est que, moi je me dis, ok, globalement, la mondialisation, c'est pas tant que ça l'occidentalisation du monde. Il y a de l'agentivité, il y a eu énormément d'interconnexions et les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus denses et beaucoup plus subtiles et mélangées qu'il n'y paraît. Cependant, moi, ça me paraît quand même encore important de parler de l'histoire de la colonisation récente parce que malgré tout, on vit dans ce monde qui a été structuré à une période, par un complexe un peu capitalisme, industrialisation. Je refais pas cette histoire-là et qui a quand même reposé sur le commerce des êtres humains, la déportation. Enfin, vraiment, on est quand même. Je reste un peu informée par cette idée de la modernité. Ça commence quand même un peu au 15e, 16e siècle. Mais vous poussez aussi cette idée que parler, s'apesantir et donner autant de poids et surtout une place centrale dans notre récit contemporain à cette période-là, en fait, à cette récente période de mondialisation impériale, d'une certaine manière, c'est un peu aussi faire le jeu finalement des acteurs, peut-être collectivement on en fait partie, mais d'un certain récit qui continue à placer l'Europe au centre du monde, alors qu'en réalité, les choses sont moins claires, que peut-être cette Europe, elle a été provincialisée depuis fort longtemps, et que continuer à cadrer le récit autour de cette histoire-là, paradoxalement, ça revient peut-être à maintenir cette entité, ce monde-là, au cœur du récit en tant que personnage principal. Oui, alors c'est particulièrement frappant aujourd'hui parce qu'on peut tous constater de manière plus ou moins, évidente, que la parenthèse de la domination occidentale sur le monde se referme. Il y a tout un tas on pourra en discuter, mais il y a tout un tas d'éléments qui nous permettent de le dire. Alors j'ai évoqué le fait que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'empire Qing et l'empire moghol, à eux deux, c'est la moitié du PIB mondial. Bon, c'est quand même très éloquent. Aujourd'hui, en 2020, par exemple, il y a quelques années déjà, l'ancienne colonie britannique, l'Union indienne, est passée devant l'économie de son ancienne métropole, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Et elle est non seulement passée devant, mais c'est l'enfant d'un couple d'Indiens, Rishi Sunak, qui est devenu Premier ministre du pays. Ça, c'est anecdotique. Ce qui est moins anecdotique, c'est que les grandes entreprises indiennes, dont Tata, qui sont des multinationales, se sont appliquées depuis l'an 2000 à racheter la quasi-totalité des fleurons industriels britanniques. Vous parliez d'industrialisation. Ils ont racheté le thé. Je parlais de thé tout à l'heure, le thé produit impérial par excellence. Ils ont racheté l'entreprise Tetley, que vous peut-être consommez quotidiennement. Ils ont racheté Jaguar et Land Rover. Ils ont racheté la sidérurgie britannique, la grande entreprise Corus, etc., etc. Donc là, il y a vraiment, si vous voulez, une inversion du rapport de force. Voilà. Que nous, on ne voit pas parce que, par exemple, nous, on va être focalisés dans un dialogue, je ne sais pas, qui est un faux dialogue d'ailleurs avec l'Algérie. Et donc, si vous voulez, il faut élargir la focale et voir ce qui se passe à l'échelle mondiale. Et ce qui se passe à l'échelle mondiale, c'est, me semble-t-il, ce retour sur le devant de la scène des grands empires, l'émergence
des grands empires asiatiques et pas seulement, l'émergence de nouveaux acteurs, et ce qui nous oblige, au fond, à revenir à l'histoire longue des mondialisations, parce qu'en fait, on a tendance à, et c'est pour ça qu'on parle toujours de mondialisation comme si c'était une occidentalisation, alors qu'il y a eu toute une série de mondialisations. Pour moi, l'une des premières mondialisations, qui est une phase qui va s'étendre pendant tout le premier millénaire, elle est le fait du plus grand peuple colonisateur de l'histoire de l'humanité, qui ne sont pas les Britanniques, qui ne sont pas les Français, qui sont les Austronésiens, qui quittent la région de Taïwan au début, on va dire, au cours du début du premier millénaire, et qui vont, comme ça, en plusieurs siècles, coloniser la totalité du Pacifique. La totalité du Pacifique, ce n'est pas le sous-continent indien, c'est un tiers de la planète. Et ils vont le faire grâce à une invention technologique qui est ignorée de toutes les populations du monde. C'est-à-dire que Bougainville et tous les navigateurs et les explorateurs européens à la fin du XVIIIe, lorsqu'ils vont se rendre dans le Pacifique, vont être fascinés par cette invention technologique. C'est le navire à balancier. Je ne dis pas pirogue à balancier parce que pirogue, c'est un terme péjoratif, si vous voulez, dans la terminologie occidentale, pour désigner ces bateaux qui fascinent les Européens et qui permettent, au fond, à ces Polynésiens ensuite, ce qui va devenir les Polynésiens, au fond, traverser le Pacifique et d'explorer l'Amérique du Sud à la fin du premier millénaire, bien avant Christophe Colomb. Mais on ne peut pas dire que ce sont les Polynésiens qui ont découvert l'Amérique non plus, parce que 20 000 ans avant nous, les Amérindiens, en fait, ont peuplé le continent américain. Donc ça, c'est une première mondialisation. Alors quand je dis mondialisation, parce que concrètement, on a des études qui documentent ça, par exemple à travers la patate douce. Comment se fait-il que la patate douce, on l'a découverte, enfin elle existe plutôt en Nouvelle-Zélande et en Polynésie, alors que la patate douce, elle est apparue dans les Andes? Parce qu'à la fin du premier millénaire, vous avez ces navigateurs polynésiens qui se rendent dans l'actuel Chili, Pérou, et puis qui vont rapporter cette patate douce jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et on sait même par les études ADN qu'il y a des Amérindiens qu'on a retrouvés quand je dis des Amérindiens qui sont allés jusqu'en Polynésie, puisqu'on retrouve cet ADN-là parmi les populations polynésiennes. On pourrait donner l'exemple de la mondialisation mongole au XIIIe siècle, avec cet espace incroyable eurasiatique, XIIIe, XIVe siècle, de la Corée jusqu'à la Hongrie, jusqu'à l'est de l'Europe. Vous avez un seul et même espace de circulation où circulent le pantalon qui vient de l'autre côté de l'Asie, la boussole, la poudre à canon, le papier, parce que les Mongols sécurisent cette route de la soie qui permet ces circulations extrêmement intenses pendant plusieurs siècles. On pourrait parler de la mondialisation dans l'océan Indien au XIVe et XVe siècle. Et je terminerai peut-être par là, parce qu'il y a un des témoignages de cette mondialisation ici même au musée du Quai Branly, avec un certain nombre de parures avec des kauris. Et en fait, ces kauris, vous savez, sont les petits coquillages qu'on pêche dans la région des Maldives. Et en fait, on a récupéré des millions de kauris qui sont utilisés d'abord par les marchands arabes dans l'océan Indien, puis par les trafiquants d'esclaves, les trafiquants européens de captifs africains, pour acheter des esclaves. Et ces kauris vont progressivement devenir une des principales monnaies utilisées par les populations africaines sur le continent, au point d'orner les parures qui sont aujourd'hui conservées dans les différents musées du monde, ici même, au point que les populations afrodescendantes aux Antilles et en Guyane, aujourd'hui encore, peuvent conserver ces kauris comme des objets propitiatoires ou protecteurs, parce qu'en fait, ces objets, qui étaient infamants à l'origine parce qu'ils servaient à acheter des esclaves notamment, sont devenus progressivement des symboles de l'africanité, de l'identité africaine. Donc on voit comment le même objet, évidemment, change de sens et de fonction au cours des siècles. Merci, Père Sangaravellou.